29 novembre 2023, l'eurodéputé et militante écologiste Michèle Rivasi décédait soudainement à Bruxelles à l'âge de 70 ans. Les jours suivants, la tribune Ensemble nous gagnerons, en hommage à l'engagement et au courage de Michèle Rivasi, fut signée par plus de 150 associations, collectifs et personnalités de la société civile. Ces voix poursuivent les combats pour le vivant, la santé et la paix, chers à cette pionnière farouche de l'information scientifique indépendante. Ils, elles, sont les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Ensemble nous gagnerons, nous rencontrons Gaëlle Krikorian, administratrice à Médecins du Monde. Bonjour et bienvenue dans cette série d'entretiens Ensemble nous gagnerons, avec des lanceurs d'alerte, des personnalités et des collectifs associés au combat politique et citoyen de Michèle Rivasi. Avec nous aujourd'hui Gaëlle Krikorian, sociologue et administratrice à Médecins du Monde. Bonjour Gaëlle. Bonjour Maxence. Alors Gaëlle, sur la question de l'accès aux médicaments, c'est un dossier que vous suivez depuis de nombreuses années, plus d'une décennie maintenant. C'est quoi l'enjeu ou c'est quoi la question par rapport à ce débat? Parce qu'on en entend, en fait, on a l'impression depuis quelques années que ça revient un peu comme ça dès que c'est l'hiver, avec des galères de pénurie de médicaments et ainsi de suite. Mais en fait, la question de l'accès aux médicaments, c'est beaucoup plus large que ça et c'est un vrai gros dossier. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les tenants et les aboutissants? Oui, en gros, il y a deux types de problèmes qui ont commencé à émerger dans les pays dits du Sud. Donc moi, c'est le moment où j'ai commencé à me mettre sur ces questions-là à la fin des années 90. Donc accès aux médicaments contre le VIH à l'époque dans les pays du Sud. Donc c'était un problème de prix des médicaments. Mais ce problème de prix des médicaments, il est depuis devenu aussi un problème dans les pays les plus riches du monde. Donc c'est comment les systèmes de santé peuvent faire face à des prix de plus en plus invraisemblables pour des nouveaux médicaments, où on peut être de l'ordre de 100 000 euros par patient pour une année, voire 1 million, 2 millions, 3 millions pour certains produits. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement extrêmement coûteux et complètement insoutenable pour les systèmes de santé. Et puis, l'autre problème, c'est comment assurer l'accès à des produits anciens tout à fait efficaces et tout à fait essentiels, mais qui sont frappés par des pénuries. Et notamment parce qu'en fait, comme ils sont anciens, ils ne sont plus protégés par des brevets, des monopoles. Donc, c'est pas possible de les vendre très cher. Il y a des mécanismes de concurrence qui se mettent en place. Et du coup, en fait, l'appareil productif va se déporter vers les médicaments sur lesquels on peut faire de très grosses marges. Donc, on a ces deux problèmes-là, en fait, en France, en Europe, dans le monde. D'un côté, des médicaments extrêmement coûteux, beaucoup trop chers, où il y a un phénomène de spéculation sur la vie, quoi, et sur la santé. Et puis de l'autre, des vieux produits très utiles, mais en fait qui deviennent de moins en moins accessibles. Alors, par rapport à cela, en quoi consiste l'action ou en tout cas le plaidoyer porté par Médecins du Monde? Parce que c'est vrai que sur la question de l'accès aux médicaments, j'ai en mémoire notamment l'action de l'OMS à son échelle. Donc on voit qu'il y a une pluralité d'ONG, d'acteurs ou d'organisations internationales qui s'engagent ou qui s'impliquent sur cet enjeu. Et donc peut-être déjà quelle est la position ou en tout cas le plaidoyer de Médecins du Monde par rapport à cela? Et on pourra parler ensuite des actions de l'OMS au cours des dernières années. Alors Médecins du Monde en fait travaille sur cette question depuis très longtemps. Donc c'est typiquement un acteur qui s'est engagé sur le VIH, puis sur l'hépatite C, puis sur les anticancéreux au fur et à mesure en fait que les problèmes d'accès en raison de prix émergeaient. On vient juste en fait il y a quelques mois de sortir un livre qui s'appelle Big Bad Pharma et qui a pour but de à la fois donc de permettre à n'importe qui de comprendre en fait à la fois quels sont les problèmes, mais aussi quelles peuvent être les solutions.
On n'est pas piégé, on n'est pas obligé de renoncer, par exemple, au principe d'accès universel aux médicaments. Mais ça veut dire qu'on a besoin de prendre certaines mesures parfois un peu radicales. Et donc voilà, donc c'est essayer l'action de MDM en ce moment, c'est vraiment essayer de démocratiser ce débat, donner les moyens aux gens de comprendre, de se positionner et de revendiquer en fait des solutions qui existent. D'accord. Vous avez évoqué le fait que des solutions étaient possibles par rapport à cette dérive ou à cette mainmise de l'industrie pharma sur l'accès aux médicaments. Ces solutions, elles seraient de quel ordre, par exemple? Alors, l'un des éléments clés, en fait, on a deux gros verrous en fait dans ce domaine-là. Du fait qu'il s'agisse donc de la santé, que personne a priori n'a envie de pas être soigné, de mourir s'il y a des traitements qui existent. Il y a une grosse pression de la société, mais en même temps le contexte, j'ai envie de dire politico-économique autour des médicaments, c'est que d'un côté on a beaucoup de monopoles dus aux brevets et à d'autres droits exclusifs. Donc je suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'il n'y en ait pas du tout, pas forcément. Ça peut être un outil à certains moments de donner des brevets. Mais là, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, et ça dure beaucoup trop longtemps. Donc ça veut dire qu'il y a des positions de monopole sur le marché du médicament qui permettent à des acteurs, et en l'occurrence de très gros acteurs économiques, que sont les multinationales pharmaceutiques, de contrôler tout l'écosystème et d'imposer leurs règles, et notamment leurs prix. Et l'autre partie de la mâchoire, j'ai envie de dire, c'est le contexte d'opacité autour des médicaments et de l'économie des produits de santé. Ça veut dire que en fait, c'est extrêmement compliqué de savoir qui paye quoi. C'est extrêmement compliqué d'avoir une vision claire sur les énormes contributions publiques qu'il peut y avoir sur le médicament, que ce soit à des étapes de recherche fondamentale, de soutien à la production, bien sûr, au niveau du remboursement des prix, on n'a pas accès au prix réel. Bref, une énorme gangue d'opacité qui en fait sert les gros acteurs économiques mais ne sert pas l'intérêt général. Donc les solutions, c'est déjà s'attaquer à ces deux sujets-là, quoi. C'est premièrement arrêter de donner du monopole à tort et à travers. Mais ça peut aussi du coup porter sur la question du secret des affaires, arrêter de considérer que tout doit être secret des affaires et qu'on n'a pas accès aux choses parce que voilà pour ce motif-là, alors que si l'intérêt général le demande, on devrait avoir accès aux informations, donc informations sur les technologies, informations sur les prix, que sais-je. Et puis voilà, l'autre partie, c'est de la transparence à tous les niveaux, de façon à ce qu'on puisse en fait prendre des décisions informées, en fait, qu'on soit la partie de l'État qui négocie les prix, mais aussi les députés, par exemple, à l'Assemblée nationale qui suivent le budget, et l'ensemble en fait des citoyens et citoyennes qui puissent comprendre en fait où est-ce qu'on en est. Et du coup, qu'est-ce qu'on estime légitime de payer ou pas, quoi. Et comme je disais, il y a un problème d'effet spéculatif en fait, parce qu'on est dans le domaine de la santé, de la vie et de la mort, où en fait, contrairement à ce qu'on pense, le fait qu'il s'agisse de médicaments, en fait, ça donne pas des droits spéciaux pour l'intérêt général, ça donne plutôt un contexte particulier pour des gros acteurs économiques pour obtenir des prix extrêmement élevés et du coup pouvoir se permettre de viser des marges énorme. Le domaine du médicament, c'est un des domaines où il y a les plus grosses marges pour les actionnaires. Et ça, on considère qu'en fait c'est un problème. En fait, c'est vraiment un problème. Donc, par exemple, ça veut dire peut-être penser en fait à plafonner les prix des médicaments, ne pas permettre que ce soit une fuite en avant sans fin des prix, et donc voilà, mettre des plafonds. Donc voilà, c'est ça un petit peu le genre de solution sur lequel on travaille. Voilà. Ça, c'est, par exemple, ça fait partie donc des demandes ou des suggestions, des recommandations de Médecins du Monde aux élus, au cadre législatif, hein. Et l'OMS, de son côté,
quels ont été parce qu'il y a eu de mémoire un texte important qui a été mis au point au sein de l'OMS il y a quelques années. Et l'intérêt, c'est que enfin, que ça donne des lignes directrices, ça donne des pistes, en tout cas, ça donne des incitations fortes au niveau de chaque pays pour pouvoir mettre en œuvre des choses. Qu'est-ce que dit l'OMS de son côté en termes de levier à mettre en œuvre et qu'elle a pu identifier à travers notamment cette résolution ou ce document qui a donc été voté par des représentants des pays membres de l'OMS? Oui, bah, c'est une résolution très importante qui a été adoptée en 2019, donc par la quasi-totalité des États membres de l'OMS, à l'exception de quelques pays, dont par exemple les États-Unis, mais la France l'avait adopté également. Donc c'était un texte très important parce que voilà, c'était un texte de consensus sur le fait qu'on avait besoin de transparence dans le système. Et que les États ne s'en sortaient pas justement dans cette logique d'opacité où en gros le discours des gros acteurs industriels, et je dis toujours les gros acteurs industriels parce qu'il faut comprendre que une petite PME, petite et moyenne entreprise qui fabrique des médicaments, c'est pas le même acteur qu'une multinationale qui contrôle une grande partie de l'écosystème pharmaceutique et aussi qui a des moyens de faire pression, des pressions politiques énormes. Donc ces gros acteurs-là, donc n'étaient pas, évidemment pas favorables à cette résolution, mais donc leur discours en général, c'est de dire aux États, si on fait ça entre nous, si on fait ça en secret, on va vous faire de meilleurs prix qu'à vos voisins, parce qu'ils sont un peu des pratiques de margoulin, de mon point de vue. Et donc les États, en gros, ont commencé à sortir de cette espèce de relation toxique et se dire oui, en fait on se rend compte que c'est pas vrai, en fait qu'on s'en sort mieux, parce que quand on commence un peu à discuter avec les uns avec les autres, ce qui devient de plus en plus difficile avec l'utilisation de l'argument du secret des affaires qui permet en fait de contraindre les États à ne pas communiquer sur les accords qu'ils passent. Mais bon, les représentants des États se sont quand même rendus compte qu'ils s'en sortaient. Enfin, d'abord, de toute façon, ils voyaient bien qu'ils s'en sortaient pas du point de vue des prix, que les systèmes de santé sont en train d'exploser et la part du médicament est quand même très très importante dans les dépenses. Et deuxièmement, donc voilà, que visiblement, ils n'arrivaient pas à avoir des bons deals avec ces industriels pharmaceutiques, mais qu'en revanche, ils se retrouvaient dans une espèce de négociation dans une petite pièce fermée avec personne autour, personne ne sait ce qui se passe dans la pièce. Et puis en gros, comme on donne des monopoles et qu'on accepte le secret, c'est un peu comme si on avait les deux mains attachées dans le dos et un bandeau sur les yeux. Et ben, c'est pas idéal comme technique de négociation. Donc, d'où cette résolution à l'OMS en 2019. Après, la réalité, c'est que on n'a toujours pas dans les législations nationales de mesures correspondantes pour faire la transparence. Et au contraire, au fil des années, on a continué à aller vers l'opacité. En ce moment, il y a un amendement qui a été passé cette année dans le contexte des négociations sur le plan de la loi de finances, et notamment de la sécurité sociale. Il y a un amendement de la Commission des affaires sociales qui a été voté pour avoir de la transparence sur les coûts et sur les prix, donc toute la chaîne dont je parlais tout à l'heure de dépenses et d'investissements autour du médicament. Et voilà, cet amendement, il est en train d'être discuté au Sénat et la pression des lobbies pharma est en plein en train de s'exercer en ce moment. Et on imagine qu'il y a peu de chances que l'argument survive. Mais voilà, en même temps, on va pas lâcher non plus, hein. Oui, donc c'est assez édifiant de prendre conscience comment la question de l'accès aux médicaments va être étroitement associée à la question de la transparence des prix, en fait, et à la transparence de la composition des prix. On ne mesure pas que la question de l'opacité de l'information est un des ingrédients des bras de fer ou des enjeux qu'il peut y avoir sur la question de l'accès aux médicaments. Comment avez-vous fait connaissance avec Michel Rivasi? C'était à l'occasion de quel dossier en particulier? Alors, j'ai fait connaissance avec Michel à l'époque où je suis allée travailler au Parlement européen comme conseillère pour le groupe européen des Verts. Du coup, Michel Rivasi était
été députée au Parlement européen. Et en fait, cette question des médicaments, elle a émergé au niveau européen à partir des années 2013-2014, autour de l'arrivée de nouveaux traitements contre l'hépatite C, qui étaient très chers, de l'ordre de la vingtaine de... Enfin, à l'époque, le premier prix proposé, c'était 50 000 euros par patient pour une cure de 3 mois. Et puis, ça s'est mis à tourner autour de 25 000 euros, mais bon, ce qui est colossal hein, par rapport au coût du produit qui revient à une centaine d'euros. Et donc, cette question a commencé à émerger politiquement, en fait, en France et en Europe. Et donc, c'est autour de voilà, ces premiers questionnements sur les prix des médicaments qu'on a commencé à discuter de ce sujet-là. Et puis, assez rapidement, en fait, sur cette question de, enfin, voilà, le problème, enfin, à la fois le problème de brevet, la trop grosse pression des monopoles et le fait que les États les donnent beaucoup trop facilement, et l'impact donc que ça avait sur le médicament en permettant des prix très, très excessifs. Et puis très rapidement après, ces questions de transparence qui sont devenues aussi une question politique majeure. Alors peut-être on peut rappeler quand même les victoires qui ont été obtenues et notamment ce qui s'est passé en matière d'accès en médicaments du temps de l'Afrique du Sud, de l'Inde par rapport à des thérapies concernant le sida, puisque ces exemples, un, montrent que c'est possible d'obtenir des choses concrètes. Enfin, ça donne un peu comme une espèce de modèle de solution. Et en même temps, ces victoires ont ancré chez certains acteurs le plus jamais ça également. Et ça fabrique et ça participe en fait de cet écosystème sur l'accès aux médicaments et sur une situation qui donne l'impression d'être bloquée, verrouillée de partout avec un sujet tabou qui est la question du profit des grands labos quoi en fait. Voilà. Oui, alors après, je pense que c'est important de se rendre compte des séquences différentes. En fait, enfin, pendant très longtemps, la question c'était comment est-ce qu'on fait que les médicaments chers puissent être accessibles dans les pays pauvres. Enfin, il y a plein de, enfin, je mets des guillemets parce que ça veut dire quoi les pays C'est pauvres, mais bon. schématique, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, mais en gros, c'était ça l'espèce de réflexion, enfin, l'espèce de consensus général, c'était bon, bah voilà, il y a des médicaments chers et il y a des pays pauvres, comment on fait pour qu'ils soient accessibles? Alors évidemment, c'était très intéressant parce que c'était les premiers questionnements sur pourquoi c'est aussi cher. Pourquoi c'est aussi cher? En fait, parce qu'il y en a qu'un qui a le droit de le vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un monopole. Pourquoi il y a un monopole? Parce qu'il y a des brevets. Pourquoi il y a des brevets, etc., etc. Donc on a commencé en fait à ouvrir ces espèces de boîtes noires, enfin à sortir les boîtes les unes des autres pour essayer de comprendre comment ça marchait. Et il y a eu des victoires, notamment parce qu'à l'époque le système international laissait des flexibilités, que certaines législations sur les brevets étaient un peu moins exigeantes et que du coup ça a été possible d'avoir l'accès à des médicaments qui n'étaient pas forcément encore brevetés partout, comme par exemple pas encore le processus était breveté, mais pas encore le produit en tant que tel. Donc, si on trouvait un autre processus, on pouvait faire le même produit. Donc, on a eu des antiviraux contre le VIH grâce à ça. Et ça a permis de donner accès dans plein de pays du monde. Il n'empêche que à l'époque, donc en fait, c'est un peu comme si on trouvait des petites solutions dans la boîte à outils, mais en gros, on questionnait pas le système en général. Et il y avait un petit peu cette idée que bon, globalement, le système général fonctionnait. Euh, et là où on avait des problèmes, c'était un peu aux marges. Alors, ça paraît, enfin, c'est très politiquement problématique de penser comme ça parce qu'en réalité, les millions de patients concernés par le VIH, enfin, c'était pas du tout les marges numériquement, mais en tout cas, dans le système politique, c'était perçu comme étant les marges. Oui, il y avait cette sensation que ça se passait loin de chez nous, quoi. En gros, pour faire clair C'est pas aussi, quoi. seulement que ça se passait loin de chez nous, je pense qu'il faut quand même bien se rendre compte que c'est aussi que on pensait que ces pays-là, c'était un peu eux qui avaient un problème dans le sens où ils étaient pauvres, quoi. Et que le système qui se mettait en place, et tout le monde n'avait pas forcément une analyse très fine de ce qui se mettait en place, mais en gros, ça voulait dire un système capitaliste qui positionne
le monopole au cœur de son fonctionnement et qui permet à certains acteurs du coup d'avoir des positions politiques et économiques très fortes et qui fait enfin qui fait des produits de santé, bah voilà les objets de ce système-là en fait, où la question principale c'est pas c'est quoi le besoin de santé et comment est-ce qu'on met en place le système économique et politique pour le faire, mais c'est on a un système économique et politique en place dont l'objectif est de créer des marchés et s'il y a des marchés il y aura des produits et les produits seront accessibles à ceux qui en ont besoin. C'était quand même ça, voilà. En fait, c'est comme ça la croyance qui a permis de fabriquer tout un tas de politiques. Et à l'époque, on remettait pas ça en cause, puisque voilà, les pauvres avaient du mal, mais bon, globalement, les autres n'avaient pas de problème majeur. Sauf qu'à partir des années 2010, en fait, on commence à avoir des problèmes, on commence à avoir bah, comment l'agence du médicament en France qui tire la sonnette d'alarme, un tas d'acteurs institutionnels qui commencent à dire en fait on va pas réussir à s'en sortir, en fait on va se retrouver confronté à des difficultés d'accès qu'on attribue en principe à des pays dits en développement. Et donc là, à ce moment-là, le fait que la critique sur les prix et la fabrication des prix et les monopoles deviennent un sujet en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, etc. C'est très important parce qu'à ce moment-là, on se met à questionner le système, en fait. Et on se dit pas, bon, on va trouver des solutions ici et là, et puis ça va bien aller. Et en fait, c'est cette critique massive, en fait, qui a commencé à se mettre en place. Et le fait que la question de la transparence émerge, c'est extrêmement important parce qu'à la fois, cette absence de transparence, ça verrouille le système comme il est actuellement. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de débat démocratique. Il n'y a pas de capacité démocratique, en fait, à se poser les bonnes questions et à se dire, bah, en fait, ce qui nous apporte, c'est une certaine qualité d'accès à la santé pour tout le monde. Et comment est-ce qu'on le réalise? Et là, en fait, on prend le problème à l'envers une fois de plus en disant, bah, en fait, voilà, il y a des marchés, il y a un marché du médicament, il y a un marché de la santé et ça permet à des acteurs de venir faire des choses qui feront qu'à la fin tout le monde sera content. Or là je crois que c'est plus seulement le travail des lanceurs d'alerte. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la société française, par exemple, qui se rendent compte que, bah non, on a un problème assez sérieux et que notre principe d'universalité à l'accès, il est de moins en moins vivant en fait, et qu'il faut se Hmm. poser des questions structurelle, politique, et donc recréer du débat démocratique. Hmm. Alors, aujourd'hui, justement, par rapport à ces défis-là, quels sont quelles seraient les priorités, les leviers prioritaires à saisir ou à aborder, ou les sujets chauds, les urgences qui sont là? On pense à la question, on peut penser on peut penser du point de vue pénurie, on peut penser du point de vue médicaments essentiels également. Hmm. Oui, alors c'est justement, en fait, c'est un travail sur lequel on travaillait avec Michel Rivasi et qui se poursuit. C'est la question des communs pharmaceutiques. Donc un travail qui a été, enfin qui est en cours, organisé avec un collectif très interdisciplinaire, avec des gens qui sont des gens comme moi qui sont sociologues, des gens qui sont juristes, des gens qui viennent de l'industrie pharmaceutique, des pharmaciens, des médecins, etc., pour essayer de réfléchir sur la question des pénuries de médicaments, à comment est-ce qu'on peut organiser la fabrication de médicaments qui soient des communs pharmaceutiques. C'est-à-dire quel est l'ensemble de règles, en fait, et de modalités de fonctionnement qu'on peut avoir. Alors, à une échelle, a priori, qui serait une échelle européenne, donc, mais ça veut dire régionale. Et on pense que c'est vraiment une bonne échelle pour essayer de penser l'autonomie en matière d'accès aux produits de santé et que ça, on pourrait faire ça, voilà, dans toutes les régions du monde. Comment est-ce qu'on organise avec du tissu industriel, donc comme je disais tout à l'heure, des petites et moyennes entreprises, hein, il y en a plein avec lesquelles on doit pouvoir travailler peut-être selon des règles qui sont différentes de celles qu'imposent les multinationales et donc travailler en direct. Donc quelles règles on peut mettre en place, règles de transparence, règles de gouvernance, règles de présence des différents acteurs autour de la table pour organiser voilà, un mécanisme qui assure que on identifie bien les produits dont on a besoin, on est capable d'organiser une production, on est capable d'assurer que
les produits soient présents partout là où c'est nécessaire. Donc ça, par exemple, c'est un travail qui est en cours. Comme je disais, enfin, on l'a commencé, et notamment en discussion avec Michel Rivasi. Donc, c'était pendant le Covid, en fait, et à la sortie du Covid. Donc, c'est un travail qui est toujours en cours. Donc, c'est pas un petit travail, puisqu'il s'agit de penser d'autres conditions économiques et politiques autour du médicament. Mais cela dit, là, on en est au point de sortir une charte bientôt. Donc, ça veut dire une charte, ça veut dire un ensemble de propositions qui peuvent trouver une place dans les législations nationales ou européennes pour transformer le système. Mais ça veut dire qu'on est encore dans la phase où on est en train de recenser les points de blocage, ou on est plutôt en train de lister les leviers d'action pour, marche après marche, pouvoir faire émerger un modèle alternatif à un modèle mercantile, ou en tout cas un modèle tout pour le profit du médicament, des abus Oui, actuels, quoi. oui, ben c'est exactement ça. En fait, non, on est en train de définir toutes les mesures, les modalités d'organisation qui permettront de fonctionner autrement. Donc, c'est ce qu'on a commencé aussi à expliquer avec MDM. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le livre, c'est à la fois bien comprendre les blocages, mais c'est aussi en fait être clair sur voilà, c'est quoi les différents types d'actions qu'on peut mettre en place et les façons de travailler autrement. Donc, avec le secteur privé. Pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais clarifier des règles et les rendre, enfin faire que aussi certains acteurs du secteur privé acceptent de s'y plier, peut-être mettre une limite au niveau de profit qu'on peut faire sur les médicaments, mais tout en faisant aussi en sorte que, enfin c'est aussi pour ça que on appelle ça des communs pharmaceutiques, c'est-à-dire ça n'exclut pas le fait que des acteurs du secteur privé participent. Mais par contre, il y a des règles en fait qui encadrent la participation et qui vont empêcher en fait, par exemple, la dérive spéculative et voilà, et mettre un certain nombre de limites et imposer un certain nombre de questions de transparence, de conditionnement de la ressource publique qui est investie, parce qu'il y en a beaucoup dans ce domaine-là, par exemple. Enfin, il y a un grand nombre de choses en fait qu'on peut faire. Mais c'est vrai que ça change l'ordre des priorités entre l'objectif de santé et la question de l'économie, en fait. C'est qu'on va plutôt mettre l'économie comme quelque chose qui va servir le besoin de santé bien identifié, plutôt que faire les choses à l'envers, et que ça transformerait aussi la façon dont l'État fonctionne et dont il fonctionne avec le secteur privé. Et ça veut dire aussi reprendre la capacité de maîtriser sans les cabinets de conseil et sans le lobby pharmaceutique des questions comme la propriété intellectuelle pour que l'intérêt principal, ce soit l'intérêt général. Donc on voit bien comment effectivement la question de souveraineté pharmaceutique à l'échelle européenne se retrouver à rejoindre la question du commun pharmaceutique, ou en tout cas le fait de modifier, enfin en tout cas de veiller à préserver, à consolider ou à renforcer un écosystème qui serait distinct d'un écosystème ultra financiarisé à l'échelle mondiale, etc., etc. Comment Je préfère, soutenir... j'aime bien parler d'autonomie et régionale, parce que c'est vrai que sur la question du médicament, on est très très clair sur le fait qu'il y a forcément une dimension industrielle pour certains produits. Alors il y a certains produits qui pourraient tout à fait être fabriqués, par exemple dans des hôpitaux, parce que les besoins dans ce produit-là ne sont pas voilà à des échelles industrielle. Par contre, il y a des produits pour lesquels on a vraiment besoin d'une échelle industrielle. Les étapes de fabrication d'un médicament, ça demande, enfin voilà, c'est assez complexe et ça veut dire, enfin c'est complètement impensable de gérer ça à une échelle nationale. Mais par contre, une échelle régionale, ça permet en effet d'avoir un tissu industriel, voilà, sur une région, comme par exemple l'Europe. Euh, donc voilà, pour moi, c'est plus une question d'autonomie régionale plus que de souveraineté nationale. Oui, oui, c'est-à-dire on sent derrière des perspectives de réindustrialisation en fait des territoires à travers des équipements qui seraient soit repris, soit réinstallés, quoi. Mais avec des règles, mais avec de la transparence et des règles sur l'engagement des ressources publiques qui accompagnent cette relocalisation.
contrairement à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et avec l'idée aussi que, par exemple, il y a des employés de l'industrie pharmaceutique qui seraient tout à fait favorables à transformer leur usine en une espèce de coopérative. Et c'est sûr que ce scénario-là va pas être le scénario dominant, mais que c'est aussi pensable en fait donc entre le public et renforcer la capacité publique qui a été largement détruite ces derniers temps, et puis penser qu'on peut avoir des grosses structures, mais on peut avoir aussi de la production faite à des échelles hospitalières. Le fait d'avoir une dimension coopérative, et puis le fait ensuite d'avoir un tissu de petites et moyennes entreprises qui acceptent de travailler selon des règles acceptables d'un point de vue de l'intérêt général et du fonctionnement démocratique. On pourrait tout à fait imaginer des solutions, ouais. Mmh. Alors comment, vous soutenir et comment augmenter l'impact de l'action de Médecins du Monde, par exemple? Il y a le livre Beat Back Pharma, il y a les autres propositions de Médecins du Monde. Comment soutenir, augmenter, et aider l'organisation? Ouais, Médecins du Monde, c'est une association qui en fait qui s'en sort en ce moment parce qu'elle s'appuie en fait sur les donations des individus. Et en fait, on arrive à avoir une indépendance que beaucoup de groupes n'arrivent pas à avoir. En ce moment, on est vraiment dans une période vraiment critique. Enfin, ça risque d'empirer malheureusement, mais c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'acteurs du secteur associatif, à la fois parce qu'il y a une pression politique très forte qui s'exerce, par exemple, à travers des préfectures. Et on pense que ça va se devenir de plus en plus critique dans les années qui viennent, et qui s'exerce aussi financièrement par la disparition de certains financements. Et des coupes qui sont en train d'être discutées à Bercy justement sur le secteur associatif et comment faire des économies. Donc voilà, donc beaucoup d'acteurs qui sont dans des difficultés où le fait de pouvoir se reposer sur le fait que le public est là, en fait, les gens soutiennent et les gens donnent à la mesure de leur capacité. Franchement, c'est vraiment ultra important. Après, voilà, on a produit ce livre, on a essayé de faire que ce soit un petit livre lisible par tout le monde, à la fois précis sur beaucoup de choses, mais en même temps qu'on peut aussi digérer facilement. Pour nous, l'enjeu, c'est que les gens s'approprient en fait le sujet. On est tous concernés en tant que patients potentiels. On a tous des gens autour de nous qui ont besoin de pouvoir accéder à des médicaments. On a besoin de s'informer et puis après de prendre la parole chaque fois que c'est possible. Les enjeux sur l'opacité, et la transparence, ça ne se réglera pas sans une montée politique en fait de la part des citoyens, des citoyennes sur cette question-là. Le fait de demander des comptes, de s'exprimer chaque fois qu'on a l'occasion, à des niveaux locaux pour que ce soit répertorié à des niveaux plus nationaux. Enfin voilà, on a besoin que les gens comprennent et parlent euh, pour défendre leur propre intérêt et l'intérêt général. Merci beaucoup, Gaël Krikorian, pour cet, entretien, assez, plus qu'éclairant et donc à bientôt et ensemble nous gagnerons.